quotidiennes régionales et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Comme tous les mercredis, Nicolas Prissette. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous, éditorialiste politique pour la Tribune dimanche. Pierre Jacquemin. Bonjour Pierre. Bonjour. Rédacteur en chef de Politis. On va parler avec vous du débat sur l'Ukraine qui avait lieu hier à l'Assemblée nationale. Les députés qui ont largement approuvé l'accord de soutien à l'Ukraine, Gabriel Attal a mis en garde sur les conséquences pour les Français d'une éventuelle victoire russe et le débat a pris une tournure politique avec notamment une passe d'armes entre Gabriel Attal et Marine Le Pen. On va y revenir avec vous. On parlera d'Emmanuel Macron qui va s'exprimer sur le sujet. Ce sera demain soir à 20h. Steve, autre sujet, avec vous, on va parler de ce qui s'est passé hier soir au Sénat. Ouais, du bruit des coqs et de l'odeur des vaches. Je vous en parle dans quelques instants. On en parle même tout de suite. Ça fait aussi l'actualité dans nos régions. On va d'abord passer au reportage. Reportage dans nos régions, puisque le Sénat, vous l'avez dit Steve, hier, il a voté un texte. Texte pour protéger les agriculteurs face aux plaintes des néo-ruraux. On va y revenir dans le détail avec vous, mais avant d'en parler, on va regarder notre reportage en région. Adrien Pin nous emmène à Saint-Aubin-en-Bresse et dans l'Oise à la rencontre d'un agriculteur qui fait face à une bataille judiciaire depuis plus de 10 ans. Situé à quelques pas de certaines maisons du village, ce hangar agricole de 3000 m² est au cœur d'une querelle de voisinage. À l'intérieur, plus de 60 vaches laitières. Du bruit et des odeurs qui suscitent des plaintes de certains voisins. La condamnation de leur éleveur, Vincent Verschure, a été confirmée en décembre dernier par la Cour de cassation. Il doit verser plus de 100 000 € de dommages et intérêts aux 6 plaignants. Une bataille judiciaire fatigante pour l'agriculteur, dont la famille élève ici des bovins depuis 4 générations. Un bidou. Ça compromet une exploitation familiale, c'est une charge mentale aussi au quotidien. Quand tous les jours vous vous levez le matin en venant travailler avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, à pas savoir de quoi sera fait l'avenir, si vous aurez encore des vaches, si vous aurez encore une exploitation, c'est une somme d'incertitudes. C'est en 2010 que la famille d'éleveurs décide d'agrandir l'exploitation. 600 000 € d'investissement. Vincent Verschure obtient alors une dérogation de la préfecture pour construire à moins de 100 mètres des habitations. Mais le bras de fer commence en 2014 quand le permis de construire est annulé par le tribunal administratif d'Amiens, alors même que le bâtiment est déjà construit. L'éleveur se sent pris en étau dans un enfer administratif. La reconstruction de ce bâtiment, il y a une dizaine d'années, c'était pas de base une volonté, c'était plutôt une obligation puisqu'on devait répondre aux normes environnementales européennes qui imposaient donc récupérer tous les eaux de lavage de sa retraite, un certain nombre de mètres carrés par vache, etc. Et pourtant, Vincent Verschure a tenté de réduire les nuisances, notamment le bruit pendant la traite des vaches. Quasiment tout le temps, les moteurs tournent au ralenti et diminuent de 80% à peu près le bruit que la machine à traire peut émettre. L'affaire connaît un fort retentissement auprès des agriculteurs depuis plusieurs années. Il y a 3 mois encore, près de 500 personnes se sont mobilisées pour le soutenir à Beauvais. Un sujet qui divise le voisinage. Certains riverains ne sont pas troublés par la proximité de la ferme. Et bon, on savait très bien qu'en arrivant dans la campagne, il allait forcément avoir des odeurs de vaches, des choses comme ça, mais c'est pas non plus dérangeant. Ça nous empêche pas de. Je peux très bien faire sécher mon linge dehors. Il n'y a aucun problème pour ça. Comme toute ferme, bien sûr, on entend les vaches, on entend surtout au moment des bellages, voilà, c'est veaux et autres, mais bon, ça fait partie. Au contraire, c'est agréable, c'est pas catastrophique. Sans vouloir s'exprimer devant la caméra, une riveraine nous confie de son côté être excédée par les odeurs et les mouches qui entrent par ses fenêtres. Un second procès devrait débuter cette année à Beauvais, devant le tribunal judiciaire, cette fois pour décider de l'avenir du hangar, menacé de démolition. Voilà pour ce reportage. Et alors Steve, hier soir au Sénat, il a été apporté une réponse justement à cette situation des agriculteurs, protéger les agriculteurs contre certains recours en justice. Oui, quand on choisit la campagne, on l'accepte et on l'assume. C'est pas moi qui le dis, c'est Gabriel Attal le 1er février dernier. On est en pleine mobilisation des agriculteurs. Le Premier ministre souhaite mieux protéger précisément ces agriculteurs contre des voisins qui voient l'agriculture comme un problème, comme une nuisance. On se souvient par exemple de l'affaire du coq Maurice. Vous vous en souvenez, Pierre, de l'affaire du coq Maurice, vous savez, cet animal qui chantait tellement fort que ses voisins ont craqué et ont attaqué son propriétaire en justice pour trouble du voisinage. Depuis plusieurs mois, les procédures de la sorte se multiplient contre les agriculteurs. Écoutez, Éric Dupond-Moretti. Mettre un terme à des procès abusifs, c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui. Car on dénombre plusieurs centaines de procédures en cours.
engagée contre des agriculteurs par des voisins quérulents, se plaignant de nuisances liées à leur activité, l'odeur du bétail, le bruit de tracteur, le chant du coq ou encore le meuglement des vaches pousse parfois les nouveaux habitants à saisir la justice. Alors le texte, justement, il vise à mieux faire cohabiter tout le monde. Le texte tel qu'il a été transmis par l'Assemblée nationale porte un nom un peu barbare, adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels. Ce texte a été déposé par la députée Renaissance Nicole Lepay. Il vient modifier le régime de la responsabilité en matière de troubles du voisinage. Il fixe un principe très simple. Si vous provoquez un trouble inhabituel à votre voisin, vous êtes responsable, vous devez le dédommager, même si vous n'avez pas de mauvaises intentions et même si vous habitez en ville. Écoutez. Un nouvel article dans le Code civil sont donc concernés de la même manière les voisins des villes comme les voisins des champs. Je pense par exemple à la pizzeria du rez-de-chaussée qui certes produit des odeurs et du bruit, mais qui était là avant que vous n'emménagiez au premier étage. Et le Sénat souhaite donc mieux encadrer ce nouveau régime de responsabilité pour protéger les agriculteurs. Oui, imaginez un agriculteur dont l'activité fait du bruit. Si son voisin le poursuit en justice, théoriquement, il sera désormais condamné même s'il n'a pas commis de faute. Encore faut-il que le trouble qu'il provoque ne préexiste pas à l'installation du voisin. En gros, vous vous installez au milieu d'une ferme, il faut vous attendre à entendre des vaches. Et surtout, apport des sénateurs, que le trouble ne soit pas la conséquence d'une obligation imposée par la loi, par exemple en matière de transition écologique. Vous vous en souvenez, on en parlait beaucoup il y a quelques semaines. Ces fameuses normes environnementales adoptées par l'Union européenne et qui virent parfois au casse-tête sur le terrain. Écoutez Françoise Gatel. La loi interdit prochainement l'élevage de poules pondeuses en batterie. Or, cela veut dire que les producteurs d'œufs issus de ces poules devront aujourd'hui pratiquer de l'élevage en plein air. Ceci peut modifier le voisinage sans générer de troubles anormaux et l'exploitant est tenu d'adapter son activité à l'obligation de la loi. Les agriculteurs seront donc protégés en cas de mise en conformité avec ces normes environnementales. Le texte a été largement adopté. Il va désormais repartir à l'Assemblée nationale où il devrait être approuvé très largement. Nicolas, c'est une bonne réponse à apporter aux agriculteurs ? Non, je crois pas. Je crois que c'est une forme de populisme. On va jouer le méchant parisien contre le gentil paysan. Je pense que c'est un type de propos et de propositions qui sont totalement d'opportunité pour aller flatter l'électorat rural. Avec ce type de proposition de loi, on fige en quelque sorte des situations, donc on va interdire le dialogue, parce qu'il n'y a plus besoin de dialogue, parce que la loi l'empêche. Donc on interdit toute évolution, toute adaptation, toute modernisation, et on va en quelque sorte figer un monde rural idéalisé par certains urbains parce qu'il représenterait une forme de figure rassurante, éternelle du paysan avec ses vaches. Donc je trouve ça assez regrettable qu'on mobilise le Parlement pour ce type de sujet. Pierre, ça faisait partie des engagements de Gabriel Attal, hein, Steve. Absolument. Je me souviens très bien que lorsqu'il a fait son grand discours, que ça faisait partie des sujets qu'il avait abordés pour protéger justement les agriculteurs. Alors soit j'ai pas compris le sens de la loi, soit on n'est vraiment pas d'accord. Elle est ça complexe. Peut arriver. Ça peut arriver. Complexe. Non, moi je suis assez d'accord avec le propos de Gabriel Attal et la proposition de loi. Et je trouve assez choquant de voir que les agriculteurs se retrouvent devant les tribunaux parce qu'ils font leur métier et ils sont sans doute implantés, installés depuis des dizaines et des dizaines d'années. Je pense qu'il y a un autre sujet qui risque d'être plus problématique, qu'on n'évoque pas suffisamment, qu'on a évoqué pendant la crise, et pendant la crise qui existe toujours, c'est les épandages de pesticides, par exemple, qui sont une des premières nuisances sanitaires pour les agriculteurs eux-mêmes, mais pour le voisinage, c'en est une autre aussi. Et même si les études n'ont pas encore totalement abouti sur les possibles maladies que ces épandages et les pesticides peuvent générer autour des populations voisines des exploitations, je pense que là, on est face à un gros sujet qui risque de mobiliser sans doute la justice. Vous avez compris là, je crois que vous n'êtes vraiment pas d'accord. Non, ça arrive. Non, mais vous ne comprenez pas ces agriculteurs, vous, Nicolas, qui se retrouvent avec des plaintes de gens qui viennent habiter à côté de chez eux et qui se plaignent des activités agricoles ?
Mais pourquoi le dialogue n'aurait pas lieu? Pourquoi il n'y aurait pas des solutions qu'on chercherait à trouver et au nom de quoi on empêcherait des citadins de venir, d'anciens citadins qui viendraient dans les campagnes, qui ont bien besoin de se repeupler parce qu'il y a quand même un exode massif depuis des dizaines d'années, et tout à coup, ces familles qui arriveraient, on leur dirait vous devez supporter des choses qui ne sont pas très sympathiques. Et pourquoi est-ce que les choses pas très sympathiques, elles devraient être sanctuarisées? Avec ce type de raisonnement, à ce moment-là, on faisait pas de voiture, on faisait pas de route, on faisait pas d'usine. Donc, vous voyez, je ne dis pas que les agriculteurs doivent être condamnés par la justice. Peut-être que les condamnations sont effectivement, ça va trop loin. Mais le fait qu'il ne puisse pas y avoir de discussion, d'aménagement, ou de fait qu'on doive considérer que les choses sont figées par définition et par nature, ça, philosophiquement, ça me pose un problème majeur. Il y a des pratiques qui ont évolué, y compris d'ailleurs sur la manière dont on répartit le fumier. Mais il y a des choses qui ne pourront pas changer. C'est-à-dire que le coq qui chante, je ne vois pas comment on interdit le coq de chanter. Donc il y a des choses qui, à mon sens, doivent relever de la loi parce qu'elles ne sont pas modifiables, changeables, et que donc du coup c'est un choix que les gens font de venir s'installer à côté d'exploitations où il y a le bruit du coq. Oui, mais pour moi la loi intervient à mauvais escient ici parce qu'elle va se substituer à quelque chose qui aurait dû être de l'ordre du dialogue, de la négociation, de la recherche d'une évolution, d'une modernisation, et elle l'empêche. Vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous serez plus d'accord sur le prochain sujet? On va parler de ce qui s'est passé hier du côté de l'Assemblée nationale. Les députés qui ont largement approuvé l'accord stratégique sur l'Ukraine, l'accord signé entre Paris et Kiev mi-février. Le vote, enfin en tout cas le débat, aura lieu cet après-midi au Sénat. On regarde ce qui s'est passé hier du côté de l'Assemblée avec Aurélien Romano. Un vote non contraignant mais symbolique, l'Assemblée nationale a adopté à une large majorité le plan d'aide à l'Ukraine. Un accord de sécurité signé entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky le 16 février qui prévoit entre autres une aide de 3 milliards d'euros d'équipement militaire pour 2024. Gabriel Attal a mis en garde des conséquences d'une éventuelle victoire russe pour la France. Les Français vivraient moins bien avec des aliments plus chers, de l'énergie plus coûteuse, une insécurité croissante. À nouveau, évidemment que cette guerre a un coût dans la vie quotidienne, mais ce coût serait décuplé sans commune mesure si la Russie l'emportait sur l'Ukraine. Le succès de l'Ukraine, c'est aussi l'intérêt des Français. À l'Assemblée, le vote pour l'a remporté à 372 voix. Il a été transpartisan des 3 composantes de la majorité aux écologistes et socialistes. Nous soutiendrons pour eux, pour nous, son effort de guerre et l'envoi des armes nécessaires à sa défense jusqu'à la victoire. En revanche, la NUP s'est à nouveau fracturée sur ce vote. LFI et communistes ont voté contre, portant le vote contre à 99 voix. Vous vous apprêtez à voter très majoritairement pour, alors que les Français sont très majoritairement contre. Division aussi chez les LR. Sur 61 députés, 11 se sont abstenus. L'abstention était la consigne au Rassemblement national, souvent accusé par le gouvernement d'être pro-Russie. Marine Le Pen, dans son discours, a joué sur la confusion entre les récents propos d'Emmanuel Macron, n'excluant aucune piste, notamment une intervention au sol, et ce vote sur un plan d'aide. C'est bien de la vie de nos jeunes soldats qu'il sera question si par malheur les annonces guerrières d'Emmanuel Macron se révélaient être mises en œuvre. Le même débat sur ce plan d'aide à l'Ukraine aura lieu aujourd'hui au Sénat. On va rentrer dans le détail du vote dans quelques instants, Nicolas, mais un vote sans grande surprise ou pas, largement approuvé par les députés. C'était attendu? Oui, c'est attendu et c'est heureux. La seule information, c'est l'espèce d'entre-deux qu'a choisi le Rassemblement national. Peut-être en reparler, mais pour le reste, heureusement, il y a une large majorité qui s'est exprimée sur un sujet qui ne souffre pas trop la nuance en réalité. Pierre, un vote conforme à ce qu'on pouvait attendre? Oui, un vote conforme à ce qu'on pouvait attendre. Je vais vous dire, je suis assez embêté parce que d'abord, je ne suis pas parlementaire, mais j'aurais été parlementaire, je serais franchement embêté compte tenu de la situation et du contexte justement par lequel ce débat intervient. Un débat qui aboutit à un vote qui n'est pas contraignant puisqu'on sait l'accord avait été scellé dès le 16 février entre Kiev et Paris. Mais ce qui ressort quand même de ce débat, c'est que vous voyez, j'ai trouvé que Boris Vallaud avait fait un très beau discours et il appelle à voter favorablement, Boris Vallaud, au groupe socialiste, pardon, il appelle à voter favorablement pour le texte, tout en mettant la réserve de si toutefois ça n'est pas une escalade de la guerre, ou si toutefois ça n'est pas
entre les lignes l'envoi de troupes comme le président de la République l'a raconté. Ce que je veux dire, c'est que ces réserves ne sont pas des petites réserves, c'est quand même des grosses réserves. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la France Insoumise vote contre ou que le Parti communiste vote contre. Marine Le Pen nous explique soutien indéfectible à l'Ukraine, mais elle s'abstient. Bon, bah très bien. Donc si elle s'abstient, pourquoi enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elle finit son intervention en disant quoi qu'il arrive, on soutient indéfectiblement l'Ukraine, et donc c'est la raison pour laquelle on va s'abstenir. Non. Bah, elle dit on est contre l'accord, mais on soutient l'Ukraine, donc du coup on s'abstient. Bah oui, mais donc il y a un problème, c'est qu'elle prétend, elle veut être présidente de la République, elle s'abstient. Il a raison, Gabriel Attal, de dire qu'elle est dans la fuite finalement, et elle ne veut pas choisir. Donc ce que je veux dire, c'est que les termes du débat, d'ailleurs, on l'a vu dans le discours de Gabriel Attal, n'étaient pas suffisamment clairs, en fait. Je trouve qu'il y avait un manque de clarté et de lisibilité sur... Bon, ça n'engageait pas grand-chose, parce qu'encore une fois, le vote n'était pas contraignant. Et c'est pour ça que je dis que j'aurais été parlementaire, j'aurais été bien emmerdé de savoir ce que j'aurais fait, parce que clairement, j'ai envie d'envoyer un signal de fermeté à Poutine, et c'était le sens de ce texte. Mais clairement pas, j'ai clairement pas envie non plus de donner un chèque en blanc à Emmanuel Macron pour dire nous sommes des va-t-en-guerre et on y va, quoi. La stratégie de Marine Le Pen, vous l'avez comprise, vous, Nicolas, cette abstention? Est-ce que c'était un peu un piège pour Marine Le Pen, ce vote demandé par Emmanuel Macron? Un piège, finalement, elle s'en sort moyennement, parce que, comme l'a très bien dit Pierre, et là on est entièrement d'accord, ce sujet, il ne souffre pas l'entre-deux, il ne souffre pas la nuance. La guerre, c'est vous gagnez ou vous perdez. Les frontières, à la fin de ce conflit, soit elles ont été modifiées, et donc la Russie a gagné, soit elles n'ont pas été modifiées, et donc l'Ukraine a gagné, et avec elle, ses alliés occidentaux. Donc il n'y a pas de demi-mesure dans ce genre de situation, malheureusement. C'est binaire. Et donc, à un moment, il faut choisir. Et hier, ce que Emmanuel Macron a demandé, c'est qu'au Parlement, et ça sera le cas donc au Sénat cet après-midi, c'est de choisissez votre camp et dites clairement dans quel camp vous êtes. Alors, effectivement, ça suppose peut-être de faire des compromis et d'accepter des paroles qui sont désagréables à entendre, ou d'exprimer peut-être des choses qui sont dans l'ordre de la négociation sur faut-il 3 milliards, 4 milliards, 2 milliards. Bon, peut-être, mais peut-être qu'il faut avoir ce débat dans le détail. Mais en tout cas, sur l'objectif précis, c'est pas possible d'être dans la nuance, c'est pas possible d'être dans l'entre-deux. Et hier, Marine Le Pen, en étant dans cette attitude d'abstention, eh bien finalement, elle a pas choisi. Alors peut-être qu'elle pense avoir fait un mouvement d'atténuation de son image pro-russe en ne votant pas contre. Mais personne n'est dupe, puisque les faits sont établis. Elle était coincée hier, Marine Le Pen, par ce vote, Pierre? Elle était coincée, c'est-à-dire que on voit que notamment sur les questions internationales, mais encore plus sur la question Russie-Ukraine, les choix politiques du Rassemblement national ne sont pas les mêmes au Parlement européen que ceux à l'échelle de la France. Et c'est vrai que le discours de Marine Le Pen ne reflétait pas nécessairement les votes du Rassemblement national à Bruxelles. Et il y a quand même deux lignes quand même. Vous voyez, il y a Jordan Bardella qui n'hésite pas à dire l'escalade russe, et Marine Le Pen qui tend quand même à adoucir un peu ce discours à l'égard de la Russie. Donc il y a un double discours du Rassemblement national. De toute façon, vous voyez très bien, ça a été documenté, le discours qui est produit par le Rassemblement national, encore une fois à l'échelle de l'Union européenne, qui reprend parfois la terminologie utilisée par la Russie de Poutine, et en France, Marine Le Pen qui essaie de se montrer peut-être moins indulgente. Enfin, je sais pas, il y a clairement un double discours. Je sais pas si elle a été coincée. En tout cas, quand on veut être président de la République, on fait des choix et on ne s'abstient pas. Et je trouve que le fait qu'elle ait fait le choix de l'abstention hier est quand même significatif sur on n'a pas trop envie de fâcher non plus la Russie de Poutine, quoi. Ouais. Hier, Gabriel Attal, alors, il a fait son discours. Après, les orateurs se sont exprimés, dont Marine Le Pen. Et puis après, il y a eu une réponse de Gabriel Attal juste avant le vote. Et dans sa réponse, il a beaucoup ciblé le Rassemblement national, qui s'abstient. Il a plus ciblé le Rassemblement national que des partis qui votaient contre, comme LFI ou comme le Parti communiste. Est-ce que c'est la preuve qu'il y avait une forme de volonté, justement, d'instrumentaliser un peu ce débat pendant la campagne des européennes? Je trouve que le verbe instrumentaliser, il est un peu excessif, hein, si vous me permettez, Oriane, parce que... Je reprends les mots d'Éric Ciotti, par exemple, voilà, l'opposition. Le sujet est posé, donc il y a l'instrumentalisation, c'est une interprétation des choses. Et une volonté politique qui est exprimée, un chemin politique qui est exprimé, qui a été exprimé par Emmanuel Macron. Donc le fait que ce sujet soit prééminent dans l'actualité et qu'il impacte directement
les élections européennes, la campagne pour les élections européennes, évidemment, c'est logique qu'on ait besoin de savoir comment se positionnent les uns et les autres. Et le fait que Emmanuel Macron demande ce débat, ça permet de clarifier sans doute les choses. Donc, comment dire, la guerre, elle s'impose dans le débat. Elle n'a pas besoin d'être instrumentalisée. Personne n'est allé la chercher, personne n'est allé dramatiser la situation, parce qu'il n'y a pas que la France qui dit que la situation est grave sur le terrain et que l'Ukraine perd des positions. Donc le débat permet de clarifier les choses. Et puis dans la perspective des Européennes, c'est un axe d'attaque qui est logique, évident et pas du tout excessif, me semble-t-il, pour la majorité, en tout cas pour tous ceux qui sont partisans de la victoire des Occidentaux, de reposer les éléments et de pointer les positions ambivalentes, ambiguës ou critiquables des oppositions. Il n'y a pas de volonté d'utilisation politique de ce débat pour vous, Pierre ? Je le souhaite pas, je l'espère pas. Et c'est vrai que j'ai entendu les oppositions expliquer qu'il y avait une instrumentalisation. On a tous compris quand même qu'il y avait quand même des élections européennes. Mais quand bien même ce serait de l'instrumentalisation, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on fait de la politique, ils font de la politique, et que donc cette instrumentalisation, elle ne peut pas se faire de manière totalement déconnectée des convictions des uns et des autres. Donc l'instrumentalisation qui serait celle d'Emmanuel Macron, elle correspond à une ligne politique qui est celle qui est présentée aujourd'hui. Et à travers laquelle on demande aux oppositions de se positionner. Donc oui, cette instrumentalisation reflète peut-être le jeu politique de... les élections européennes vont avoir une coloration quand même très symbolique, enfin plus que symbolique, parce que ça va être un choix décisif pour l'Europe, pour l'Ukraine, pour la situation de paix et ou de guerre de l'Union européenne dans les quelques années, les quelques mois et les quelques années à venir. Donc l'instrumentalisation, oui, sans doute, parce que... mais elle n'est pas si grave que ça, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est qu'elle suscite le débat, et le débat est absolument nécessaire, et d'ailleurs il aurait dû avoir lieu bien plus souvent sur ce sujet-là que celui qui a eu lieu hier, qu'on attendait qu'il soit d'ailleurs très conflictuel. Il s'est plutôt bien tenu, je trouve, les arguments des uns des autres ont été plutôt bien exposés. Donc instrumentalisation sans doute, mais instrumentalisation utile parce qu'elle nécessite que chacun se positionne sur les grands enjeux que seront ceux des échéances européennes de juin prochain. Ça va être un thème important pour vous de campagne pendant ces européennes, Nicolas. Est-ce que ça va jouer dans le vote des Français, les positions de chacun sur la guerre en Ukraine ? C'est assez compliqué de l'anticiper. Pour l'instant, on ne voit pas d'effet dans les sondages d'opinion du fait que ce sujet ait été mis au centre de la table par le camp macroniste. Ça n'a pas fait bouger réellement les lignes. On peut regretter qu'une partie de l'opinion considère que le sujet est loin d'elle, parce que c'est là-bas en Ukraine, c'est loin. Ça ne nous touche pas vraiment, donc pourquoi est-ce qu'ils sont en train d'en parler ? Bon, il y a dans l'opinion une partie des gens qui sont sur cette attitude, et c'est difficile de voir actuellement des mouvements, en tout cas même au-delà du sujet ukrainien, des mouvements d'opinion très significatifs dans cette campagne des européennes. Les positions semblent assez figées dans les intentions de vote. Bon, peut-être qu'après le débat d'hier, les choses évolueront, mais moi, j'en doute. Ouais. Il y a sans doute une difficulté, et peut-être que les sondages et les sondeurs sauront nous l'expliquer dans les semaines à venir, mais c'est que, paradoxalement, la position de soutien d'effectifs d'Emmanuel Macron et l'appel à la nation à soutenir justement la position de la France, de l'envoi d'armes, de s'engager sur 10 ans, de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, puis de l'OTAN, etc., fait que Emmanuel Macron risque d'être perçu plus va-t-en-guerre qu'une Marine Le Pen qui, elle, semble vouloir freiner un peu des deux fers et dénonce un peu ce discours va-t-en-guerre. Et j'ai peur que la subtilité qui est celle qui est exposée par Emmanuel Macron, alors qu'il pense justement que cette surenchère, pour la peine, risque de satisfaire l'électorat. D'ailleurs, c'est ce que disent dans votre sondage, c'est qu'on semble dire qu'il faut continuer à envoyer des armes, mais sauf que le discours récent d'Emmanuel Macron, qui est beaucoup plus va-t-en-guerre, qui a exposé l'idée que possiblement il fallait envoyer des troupes au sol, risque de percevoir justement ce camp présidentiel de manière beaucoup plus entraînante dans quelque chose dont on ne sait pas jusqu'où ça va entraîner la France, risque d'être peut-être moins bien perçu par les Français que cette position de Marine Le Pen, un peu trop facile sans doute, parce que ça veut dire quoi, un accord de paix ? Ça veut dire qu'on laisse l'Ukraine avec le tiers de moins de surface qui lui appartient ? Ça veut dire quoi ? Parce que M. Dupont-Aignan... Bien sûr, vous avez raison, M. Mélenchon, et j'aimerais savoir ce que veut dire un accord de paix. C'est quoi ? On laisse dans la situation actuelle le Donbass aux mains de la Russie ? M. Dupont-Aignan tout à l'heure répondait pas à cette question. Enfin, l'accord de paix, tout le
monde veut la paix. La question, c'est est-ce que la paix, elle passe par la fermeté vis-à-vis de Poutine ou est-ce qu'elle passe par, on réunit non plus en France, parce que la France n'est plus le lieu de la voie de la paix, c'est la Turquie visiblement ou la Chine, par laquelle on fera un accord entre Kiev et Moscou. On est tous pour la paix, je pense, mais il faut savoir comment on l'obtient. Et Emmanuel Macron qui prendra la parole, ce sera demain soir aux 20h de TF1 et de France 2, après donc le vote de l'Assemblée, après le vote du Sénat cet après-midi. Quel est l'objectif pour Emmanuel Macron? Il y avait besoin de parler après 2 discours de Gabriel Attal sur le sujet en moins 24 heures? Et besoin sans doute pour le président de la République de montrer que c'est lui le responsable in fine des décisions qui concernent les affaires militaires. Et donc il va se montrer dans son habit présidentiel le plus élevé, le plus grave et le plus prestigieux à la fois. Peut-être qu'il n'y avait pas de nécessité pour lui de dire quelle est la position de la France, parce que tout le monde l'a bien comprise maintenant, et quelle était la position de la majorité. Mais peut-être petite envie de sa part de s'impliquer un peu davantage dans la perspective des Européennes pour tenter d'avoir créer ou recréer une forme d'unité autour de la figure présidentielle. C'est les politistes anglo-saxons appellent ça rally around the flag, le rallye autour du drapeau, qui est un phénomène d'unification, d'unité de l'opinion quand la nation est en jeu et dans les circonstances les plus graves de crise. Donc peut-être qu'il y a pour lui ce calcul, mais effectivement, comme on le rappelait il y a quelques instants, de toute façon les faits s'imposent à nous, et à un moment ou à un autre, il est nécessaire et indispensable que ce soit le président de la République qui s'exprime sur ces sujets-là. Ouais, et peut-être la nécessité de clarifier certains points, notamment sur la question de l'envoi des troupes, parce que les oppositions se servent beaucoup de cette déclaration. Oui, c'est absolument nécessaire. Je pense que les Français ont entendu quelque chose de l'ordre de il entraîne la France dans la guerre. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nos enfants? Qu'est-ce que ça veut dire pour cette génération qui pourrait partir à la guerre? Enfin, c'est monsieur ukrainien Zelensky qui a été obligé de le dire dans les colonnes du Monde que non, les enfants français n'iront pas mourir sur le territoire ukrainien. Mais je pense que c'est absolument nécessaire. Il a quand même dit, au-delà du fait qu'il fallait peut-être envoyer des troupes, même si c'était de l'ordre du conditionnel, qu'il ferait tout ce qui est dans la possibilité de la France pour accompagner l'Ukraine. L'accord même d'ailleurs qui a été discuté hier engage la France pour 10 ans. Ça veut dire que ça prépare quand même les consciences. Alors certes, ça montre à Poutine qu'on n'est pas, nous en France, dans une échéance de court terme, on est dans une échéance de très long terme jusqu'à soutenir l'Ukraine jusqu'à 10 ans. Mais ça prépare quand même les esprits à ce que la France soit engagée quand même sur un conflit sur un temps très long. Il va en profiter pour taper à nouveau sur le RN pour vous, Nicolas? Ça ne serait pas surprenant, non, compte tenu de ce qui s'est passé hier et de la posture qui est celle du camp présidentiel dans le cadre de ces européennes, d'avoir comme adversaire bien ciblé, bien identifié et avec des arguments les plus forts possibles le Rassemblement national. Donc ça ne serait pas étonnant qu'il le fasse, non. Ça, Nicolas parlait du ralliement autour du drapeau, de montrer que c'est lui le chef de guerre. Est-ce qu'il va aussi montrer demain que c'est lui le chef de la majorité dans cette campagne des européennes? Oui, ça c'est certain. Je pense que c'est lui qui donne le ton et il le donne depuis un petit moment. D'ailleurs, la nouvelle tête de liste a largement dit qu'Emmanuel Macron mouillerait la chemise et qu'il serait très, très, très présent dans le cadre de ces élections européennes. On suivra ça demain. Merci. Et oui, bien sûr. Merci Nicolas, j'ai cru que vous alliez dire autre chose. Merci Nicolas, merci Pierre. On continue à en parler de cette question de l'Ukraine puisque c'est à la une de nos journaux régionaux. Et Steve, à la une, le vote sur le soutien à l'Ukraine. Oui, à la une des dernières nouvelles d'Alsace ce matin qui revient sur une Assemblée nationale divisée. On en parlait il y a un instant. Les députés étaient invités à se prononcer sur l'accord de sécurité signé entre Paris et Kiev. À une grande majorité, celui-ci a été approuvé, mais les Insoumis et les communistes ont voté contre. Le Rassemblement national s'est, quant à lui, abstenu, Oriane. Dans l'actualité également, des inondations en Gironde. Oui, la Garonne est à nouveau sortie de son lit hier. C'est à la une de Sud-Ouest qui nous montre les inondations vues du ciel. Les quais bordelais ont été recouverts d'eau. C'est aussi le cas des communes riveraines. Le bilan des intempéries et des grandes marées qui ont débuté la semaine dernière grimpe à 6 morts dans le Gard et l'Hérault. Le corps d'une fillette a été retrouvé. Celui d'un petit garçon est toujours recherché. Corse Matin revient sur l'accord scellé entre le gouvernement et les élus corses. La route est tracée, écrit le quotidien. Gouvernement et élus corses ont signé dans la
la nuit de lundi à mardi un accord qui valide l'octroi d'un pouvoir législatif pour l'île. La route est peut-être tracée, mais elle est encore longue. Il va falloir encore convaincre pour obtenir le feu vert des parlementaires, d'autant plus que d'autres territoires essayent ou vont essayer de revendiquer une place à part dans la Constitution. Premier rendez-vous fin mars à l'Assemblée de Corse. On passera ensuite à la révision constitutionnelle qui nécessitera une majorité des 3/5, soit 555 parlementaires. C'est pas encore gagné. La dette publique inquiète. Oui, nos amis de la Dépêche du Midi tirent la sonnette d'alarme. La France est face au mur de la dette, titre Le Quotidien. Dans un rapport publié hier, la Cour des comptes recommande de faire des efforts sans précédent pour réduire la dette publique. Pierre Moscovici, le patron de la Cour des comptes, accorde une interview au journal. Il évoque une situation qu'il qualifie de préoccupante. L'heure du premier bilan pour les stations de ski. En Auvergne, on tire les premiers enseignements de la saison touristique et les calculs ne sont pas bons, Oriane. Dans la montagne, aujourd'hui, on lit que la saison est délicate pour la petite station du domaine de Sancy. Les remontées mécaniques doivent rester ouvertes jusqu'à la fin du mois, mais le goût est amer pour les professionnels. La fin du mois ne sauvera pas la saison. Pourtant, écrit La Montagne, les professionnels continuent de s'adapter au dérèglement climatique. Mais difficile de vendre des écharpes et des bonnets quand il fait 15 degrés. Se désole Céline de l'Intersport de Sancy. Merci Steve. La une de Politis, c'est Gaza, l'effacement d'un peuple. Oui, on revient plus particulièrement sur la situation des enfants. Différentes alertes et différentes études, bilan de l'UNICEF qui alerte sur la situation des enfants. Je crois qu'il y a plus de 5000 morts. Enfin, 40% des morts de Gaza sont des enfants. Situation évidemment catastrophique. On parle effectivement d'effacement d'un peuple, mais c'est aussi le sacrifice d'une génération qui ne va plus à l'école, qui ne voit plus leurs parents pour beaucoup d'entre eux. Voilà, bon, c'est à lire dans Politis cette semaine. Merci Pierre. Nicolas, traditionnelle question du mercredi. Qu'est-ce qu'on va lire dimanche dans la tribune? Nous ne sommes que mercredi et le journal se fait essentiellement, en tout cas en ce qui concerne l'actualité politique, autour de la fin de semaine. On n'échappera évidemment pas à l'Ukraine. Ce sera évidemment à lire dimanche. Merci beaucoup Nicolas Frissette, merci Pierre Jacquemin, merci Steve, merci à tous de nous avoir suivis. Petit moment Denise Fabre, je vous annonce, prochain rendez-vous à 15h, les questions d'actualité au gouvernement. À 18h, vous suivrez le débat sur l'Ukraine ici au Sénat. À 22h, Thomas Hugues, Sens Public. Et puis demain, ne manquez pas à 17h, le premier grand débat des Européennes. Ce sera sur notre antenne avec les 8 principaux candidats. Merci à tous de nous avoir suivis, à demain.